Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public. Je voudrais vous rappeler que dimanche prochain, nous enregistrerons en public et en direct, non pas à l'école alsacienne comme nous en avons l'habitude, puisque le théâtre de l'école alsacienne est occupé par les représentations et les concerts que donnent les élèves, mais dans un local où nous accueille l'Union des entreprises de proximité, que je remercie. C'est un local qui se situe dans le 17e arrondissement, rue Ampère, et les inscriptions sont bien sûr ouvertes. Il reste quelques places, je n'ai pas fait le compte exact, mais évidemment il y a moins de places qu'à l'école alsacienne. Je crois que le rapport est de 1 à 3, il y a une centaine de places au local de l'UDP et 300 places à l'école alsacienne. Donc si vous souhaitez venir, inscrivez-vous sans tarder. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Antoine Fouché, à condition que le chemin de fer veuille bien l'acheminer jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'Antoine Fouché a pris un des trains les plus dangereux de la République, le Clermont-Paris, qui est d'ailleurs presque aussi dangereux que le Paris-Clermont, qui atteint quelquefois des retards qui vont, je n'exagère rien, jusqu'à 17h, bref, qui est une des hontes de la République et de la Société nationale des chemins de fer. Il y a d'ailleurs un chapitre éclairant dans le dernier livre de Clément Beaune qui porte exclusivement sur les raisons pour lesquelles cette ligne est une ligne maudite. Donc, nous sommes convenus par téléphone avec Antoine qu'il nous rejoindrait pour le deuxième de nos sujets. Peut-être si on a de la chance pour le premier, mais nous n'y croyons pas de manière ferme. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Où va la Syrie ?», et il est chapeauté ainsi: le 8 décembre 2024, une nouvelle page de l'histoire syrienne s'est ouverte. La fuite de Bachar al-Assad devant l'offensive éclair menée par les islamistes de Hayat Tahrir al-Sham a mis fin à 54 ans d'un régime oppressif, suscitant une grande bouffée d'espoir chez tous les opposants. Mais malgré ces proclamations et gestes d'ouverture, le nouveau pouvoir dirigé par un ancien djihadiste suscite lui-même de nombreuses craintes. Est-il en mesure de fédérer une société constituée de multiples communautés opposées ? Les récents massacres visant les Alaouites et les Druzes laissent en tout cas planer le doute sur sa capacité à enrayer le cycle de vengeance. Mercredi, nous mettrons en ligne le 3e épisode de ma conversation avec Nicolas Véraud, charcutier, vice-champion du monde de pâté en croûte et 4e génération dans la charcuterie parisienne. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous maintenant à la prestation télévisée du président de la République cette semaine, cette sorte d'inventaire avant bilan ou de bilan avant inventaire. Interrogé donc mardi sur TF1, le président a croisé le fer avec plusieurs personnalités de la société civile sur toute une série de sujets: l'Ukraine, la défense, la politique sociale, la sécurité, les dépenses, la santé mentale, la fin de vie, les salaires, Gaza, etc. Peu d'annonces concrètes lors de cette intervention de plus de 3 heures, et à 2 ans de la fin de son 2e mandat, Emmanuel Macron s'est surtout attaché à défendre sa présidence et notamment sa ligne économique. Travailler plus, produire plus, ne pas augmenter les impôts. Le chef de l'État refuse de nationaliser ArcelorMittal alors que le sidérurgiste vient d'annoncer la suppression de plus de 600 postes en France. Il a demandé au gouvernement de lancer dans les prochaines semaines une conférence sociale sur le financement de notre modèle social. Tout en prétendant ne pas préempter les termes du débat à venir, il a indiqué que l'une des principales options à explorer consisterait à réduire les cotisations pesant sur les salaires et à mettre davantage à contribution différents facteurs, en particulier la consommation. Il s'est défendu toutefois de plaider en faveur d'une TVA sociale. Rejetant l'idée d'une taxation nationale des grandes fortunes, il a plaidé pour une approche mondiale face à l'exil fiscal. Attendu sur une annonce de référendum, Emmanuel Macron a déclaré opter pour une consultation multiple dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire via des référendums en bonne et due forme, et non via un outil purement consultatif créé pour l'occasion.
Ceci devrait intervenir dans les mois qui viennent et pourrait porter sur 2 grandes réformes économiques, éducatives ou sociales. Un spectre très large sur lequel il entend réfléchir avec le gouvernement. Il pourrait recourir à un référendum sur l'aide à mourir comme une arme de déblocage qu'il ne dégainera qu'en solution de dernier recours, privilégiant d'abord la poursuite du débat parlementaire. Ouvert à ce que des réformes du Premier ministre sur le plan économique et social fassent l'objet d'une consultation, le président ne voit pas en revanche de référendum possible sur l'immigration demandée par la droite, ni sur la réforme des retraites, comme le lui a suggéré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Le président de la République s'est dit favorable à l'interdiction des mariages de personnes sous obligation de quitter le territoire français et souhaite un accroissement du pouvoir des polices municipales. Il a confirmé vouloir que soit imposée aux adolescents une vérification de leur âge pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, estimant qu'il y a une jeunesse qui a été percutée par ces plateformes. Interrogé enfin sur un 3e mandat en 2032, Emmanuel Macron n'en a pas écarté l'idée, en déclarant « Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite ». Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, depuis la dissolution ratée en juillet dernier, la parole présidentielle s'était fait rare à des heures de grandes écoutes. Et après cette émission de 3 heures, on peut dire que c'était probablement une sage décision. Parce que force est de constater qu'il n'a pas pu clarifier dans les domaines qui sont réservés à son gouvernement minoritaire les projets qu'il voulait vraiment mener à bout. Il a exprimé des recommandations, des souhaits, mais dans le seul domaine où il a l'initiative, le référendum, il est resté très très vague. Ce qui est plus remarquable, c'est que la première partie qui était consacrée à la politique étrangère et de défense était probablement la plus pertinente parce que là, on peut constater qu'il a véritablement su sortir l'Europe d'une sorte de paralysie suite à l'élection de Donald Trump. Il a réussi à mettre l'Europe à nouveau au centre du jeu en ce qui concerne la guerre en Ukraine, même s'il n'y a aucun succès pour l'instant. Mais au moins, l'Europe n'est plus contournée comme on pouvait le craindre au début quand Donald Trump avait dit qu'il allait négocier directement avec Vladimir Poutine. Et donc, sur ce positionnement européen, je pense il peut véritablement se féliciter d'avoir réussi à créer une coalition qui est d'ailleurs renforcée par l'arrivée au pouvoir du chancelier allemand Friedrich Merz. On l'a vu désormais, il faut compter avec eux. Sauf que ce format d'émission a réussi à noyer même ce succès, puisqu'on a trouvé le soldat ukrainien pour exprimer le mécontentement sur la livraison d'armes de l'Europe. Et donc, pour quelqu'un qui ne suit pas au jour le jour ce qui se passe avec ce conflit, il restait l'impression que finalement, ni la France ni l'Europe étaient à la hauteur du défi. Et cette impression en quelque sorte d'impuissance politique a été le fil rouge de toute cette émission, malheureusement. Et donc, je suppose que même pour les communicants de l'Élysée qui avaient vraisemblablement poussé le président à faire cette émission, le bilan est plutôt pas positif, puisque sur les sujets sur lesquels il était attendu, les référendums, il n'a pas dit grand-chose. On sait juste là précisément sur quel sujet il ne veut pas faire de référendum, ni sur l'immigration, ni sur la réforme de la retraite, mais on ne sait toujours rien de plus sur les référendums qu'il envisage d'organiser. François Bujon de l'Étang. Oui, je crois qu'on peut, avec les quelques jours de recul, on peut voir que l'émission du 13 mai n'a pas été un succès.
C'était patent dès le lendemain avec les premiers commentaires des milieux politiques et ceux de la presse qui, dans l'ensemble, étaient peu favorables. Et le Figaro a publié d'ailleurs le vendredi 16 un sondage Odoxa intéressant qui montre que 71% des Français jugent négativement le bilan de M. Macron quelques jours après son intervention, dans laquelle il s'est beaucoup appesanti sur son propre bilan. Ceci montre que ça n'a pas été un succès. Il y a ce que les Américains appelleraient dans leur langage une Macron-fatigue dans le pays, c'est-à-dire une espèce de lassitude et de désenchantement. Ça pose d'ailleurs une question plus générique sur la durée des mandats. Quand on voit par exemple quelques semaines plus tôt Justin Trudeau au Canada au bout de 9 ans partir complètement essoré après 9 années au pouvoir, on s'aperçoit que les deuxièmes mandats en France sont décidément difficiles. Celui de Mitterrand avait été très difficile, celui de Chirac avait été très difficile, surtout après son AVC, et le deuxième mandat de Macron, lui, est déjà dans un stade de fatigue alors qu'il reste encore 2 ans à faire. Bon, ça c'est une première remarque. J'ajouterais que le format qu'il avait choisi n'était pas un bon format, à mon avis, pour un président de la République. C'est un format d'émission télévisée très classique pour des personnalités politiques diverses. On fait intervenir des gens de la société civile, on fait intervenir des opposants divers et variés qu'on a sélectionnés soigneusement auparavant. On fait une émission qui dure près de 3 heures, ce qui est absolument démesuré, mais ce n'est pas un format présidentiel. Vous n'imaginez pas une seconde Mitterrand ou De Gaulle se prêtant, ni même d'ailleurs Sarkozy ou Chirac, se prêtant à ce type d'émission. Ce n'est pas un format présidentiel. Relisez Le fil de l'épée, que M. Macron n'a peut-être pas lu, dans lequel le général de Gaulle explique tout à fait brillamment que la parole du chef doit être rare, doit être concise et doit être dense. Nous en étions évidemment à des années-lumière. Nicolas Bavrez. Depuis la dissolution, comme il a été rappelé, donc Emmanuel Macron a perdu la main, il a perdu le pouvoir. Et c'est vrai que l'objectif de cette émission, c'était de profiter de l'embellie en politique étrangère pour essayer de capitaliser sur la politique intérieure. Il y a deux aspects sur lesquels Emmanuel Macron avait retrouvé de l'espace et des marges de manœuvre. D'abord, le fait que c'est le seul, aujourd'hui, parmi les dirigeants des grandes démocraties, c'est le seul qui avait déjà travaillé avec Donald Trump, qu'il connaissait et qui avait noué une relation personnelle avec lui. Et puis, l'autre dimension, c'était l'Ukraine, avec cette expédition à Kiev qui marquait effectivement de manière très, très symbolique, aux côtés donc des dirigeants allemands, anglais et polonais, le fait que l'Europe ne serait pas exclue du règlement de la crise et que par ailleurs le président Zelensky pouvait bénéficier d'un vrai soutien des Européens. Donc l'idée, c'était de se servir de ça pour reprendre pied en politique intérieure, et c'est vrai que c'est un pari qui a été spectaculairement raté. Il a été raté dans la forme, comme il a été dit, puisque c'est le retour en force du narcissisme d'Emmanuel Macron. 3 heures pour se montrer, avec l'habituelle palette de gens qui ont été choisis pour être plutôt des interlocuteurs, des opposants, mais un peu radicaux chacun dans leur domaine pour mieux montrer la virtuosité et la raison du président. Mais là, ça a déjoué complètement. C'est qu'en réalité, c'est Emmanuel Macron qui a été poussé dans les cordes sur le plan de la sécurité, sur le plan des problèmes financiers et de la dette, et également sur les problèmes économiques et sociaux. Et ce qu'on a vu, c'est un président qui ne sait ni qui il est, ni ce qu'il veut, ni où il va. Parce que c'est ça qui a été vraiment le plus préoccupant sur le fond, c'est que cette émission, on a eu les échecs passés, quand même pour l'instant 8 ans d'un mandat qui se résume à la chute du pays.
l'impuissance complète sur le présent et le vide sur l'avenir, puisqu'il a toujours expliqué ce qu'il ne voulait pas. On n'a jamais su ce qu'il voulait et où il voulait aller. Et donc, là où la situation est vraiment très compliquée, c'est que ça acte une situation de la politique française où, en réalité, il n'y a pas plus de chef qu'il n'y a aujourd'hui d'État, il n'y a plus de vrai Premier ministre, puisque François Bayrou fonctionne uniquement pour lui-même, il n'y a pas de gouvernement, les ministres sont à leur compte, il n'y a pas de majorité. Et tout ceci dans un moment où l'histoire bascule, accélère, et où on voit que la situation est critique, évidemment pour la France, parce qu'on a la démographie, l'économie, le pouvoir d'achat, le déficit commercial, le déficit public, la dette, bon, tout ça est en train la chute s'accélère spectaculairement. Et puis, c'est un moment clé pour l'Europe où on voit bien qu'elle est partagée entre les deux. Il y a une extrême tension. D'un côté, il y a ce triple choc, la Chine au plan industriel, Trump au plan de... Le protecteur est devenu l'ennemi, Poutine, une menace existentielle. Le populisme à l'intérieur. De l'autre côté, une chance unique d'essayer que l'Europe renoue avec son destin pour devenir l'espèce de sanctuaire de la liberté politique et économique. Sauf que, la France aujourd'hui se retrouve complètement à l'arrêt, écartée, impuissante dans ce moment critique. Et donc, il y a un côté vraiment tragique. On a vraiment l'impression de se retrouver en juin 1940. Antoine Fouché, qui a réussi à nous rejoindre. Merci Philippe. Je ne vais pas en rajouter sur la thématique de l'échec de l'émission parce que je pense que c'est très consensuel et puis ça a été parfaitement développé jusqu'à présent. Mais je voudrais faire un pas de côté pour poser une question. Est-ce que cet échec du président de la République depuis 8 ans, c'est pas aussi, et peut-être d'abord principalement, le nôtre à nous Français et partager l'échec de la responsabilité d'Emmanuel Macron avec le pays tout entier? Je prends 3 exemples. Le premier, c'est l'impuissance politique dans laquelle on est. C'est celle du président, et il y avait quelque chose de pénible à le regarder mardi soir, lui qui était au départ de son mandat en 2017 si dynamique, et en donnant le sentiment qu'il allait réussir à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire en France depuis des décennies. Et en un sens, il y a des choses qui ont été faites et qui avaient été des échecs jusqu'à présent, les ordonnances travail par exemple. Mais cette impuissance, elle est liée à la situation du Parlement, et c'est nous, Français, électeurs, qui avons envoyé ce Parlement éclaté, incapable de faire une coalition au Parlement. Et si on avait des élections dans quelques mois, il y a fort à parier que le Parlement aurait exactement la même configuration. Donc l'impuissance du président et de l'exécutif, c'est le reflet de nos contradictions et de nos divisions à nous, Français. Le deuxième exemple, c'est l'une des seules pistes qu'il a essayé de lancer sur la meilleure rémunération du travail, en basculant notamment le financement de la protection sociale du travail vers la consommation. On a vu immédiatement les réactions depuis quelques jours, mais ces réactions-là, ce sont les réactions de nous, Français, ce sont nos contradictions. C'est nous qui avons choisi depuis 40 ans de financer essentiellement notre modèle de protection sociale par 28 millions de gens qui travaillent, et non pas aussi par, en ajoutant 18 millions de personnes à la retraite et 100 millions de touristes qui viennent à l'étranger. Et donc, la difficulté que le président a à réformer, c'est aussi lié, me semble-t-il, c'est le reflet de nos contradictions à nous. Et puis, peut-être le troisième exemple, et on y reviendra après, je crois, c'est il a eu vraiment du mal, il était peu convaincant sur la réindustrialisation du pays, mais là aussi, c'est nous. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on a une fiscalité qui privilégie la consommation à la production. Si on voulait faire le contraire, il faudrait baisser encore les impôts de production sur les entreprises. Il y a à peu près 30 milliards d'écart à valeur ajoutée égale entre les entreprises industrielles françaises et les entreprises industrielles allemandes. 30 milliards, ça ferait à peu près 2 points et demi de TVA. Et ça ne ferait que mettre à égalité les entreprises industrielles françaises avec les entreprises industrielles allemandes. Donc, ça leur donnerait aucun avantage. Mais dès qu'on fait ça, on a une levée de bouclier en France. Donc, cette impuissance et ce déclin, je pense que c'est pas excessif de dire ça. On a vraiment le sentiment qu'au bout de 8 ans, la France est pas plus forte en 2017, ce qui, là où Nicolas Baverez, je rejoins sur le mot de tragique, mais je dirais que c'est tragique non pas
à cause d'Emmanuel Macron, mais parce que son impuissance d'aujourd'hui, c'est la nôtre, et on ne voit pas comment, à ce stade en tout cas, on va réussir, sauf peut-être, moi c'est ma conviction, mais par référendum, par recours au référendum, en nous obligeant à nous, Français, à nous mettre devant nos responsabilités et nos contradictions, comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir et à trouver un cap pour dire qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Michaela Wiegel. Oui, alors je suis la seule ici qui n'est pas frappée de responsabilité, même si comme observatrice, je prends bien sûr part, et comme européenne, dans ce destin de la France. Mais je pense ce qui est très vrai dans ce que Antoine Fouché vient de dire, c'est que effectivement, les Européennes, même si je considère que la dissolution n'était pas la bonne manière, mais c'était une façon d'avoir recours à un référendum, en quelque sorte, à demander au peuple de réviser sa décision. Et moi, alors c'est probablement parce que je suis allemande, j'ai un regard très sceptique sur le référendum. Je pense pas, même si j'ai reçu avec intérêt l'idée de François Bayrou de faire un référendum pour enfin mettre les Français devant la responsabilité et les responsabiliser pour faire des coupes dans les dépenses de l'État. Le problème, à mon avis, c'est que ça ouvre un boulevard aux populistes des deux côtés qui veulent surtout pas être responsabilisés. Et surtout, on n'a pas de plan B si un tel référendum est rejeté. Donc, je pense que ce sera encore plus paralysant si un référendum échoue. On l'a vu combien c'était lourd après le référendum de 2005 et il restera toujours quelque chose dans la méfiance des Français vis-à-vis de ces institutions du résultat du référendum de 2005. François Bujon de l'Étang. Oui, je voudrais dire quelques mots sur le référendum dont vient de parler Michaela, parce que c'était au fond le cœur, c'était le non-dit, mais c'était le cœur du problème. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas sur les raisons pour lesquelles Macron a pensé que le moment était bon pour lui d'essayer de se rafraîchir, si j'ose dire, en termes de communication. Il a voulu rebondir sur l'activité internationale qu'il a déployée ces dernières semaines et qui intéresse les Français, parce que les Français, dans ce monde très anxiogène, avec la guerre d'Ukraine, avec Trump et l'effet de déstabilisation, etc., sont inquiets, mais il avait oublié cette vieille loi que pourtant tous les présidents précédents connaissaient bien, c'est que ce n'est pas sur des sujets de politique étrangère que l'on peut retrouver la légitimité qui fait défaut. Alors, le référendum est fait pour ça, au fond. Le général de Gaulle avait cette conception du référendum qu'il était nécessaire que le président de la République, avec un mandat de 7 ans, rafraîchisse périodiquement sa légitimité en faisant un référendum qui avait toujours un petit caractère plébiscitaire, bien entendu. Et c'était cela l'essentiel. Mais comme Michaela vient de le rappeler, depuis 2005 et l'échec du référendum sur l'Europe, l'ensemble du monde politique français est frappé d'inhibition devant les référendums. Et l'idée qu'on peut avoir un référendum négatif, ce qui est arrivé en 2005, mais ce qui était arrivé également en 69, paralyse. Alors là, malheureusement, tout ceci avait été mis en scène par les débats qui ont précédé l'intervention du président de la République. Tout le monde parlait de référendum, y compris l'Élysée, d'ailleurs, comme si quelque chose se préparait, comme si une annonce allait être faite. Et je crois que l'une des grandes raisons de l'échec de cette émission, c'est qu'il n'y a eu aucun effet d'annonce. Il n'avait aucune annonce à faire, il n'avait aucune initiative à annoncer, et il n'avait pas non plus ce qu'il fallait pour tracer un chemin pour les 2 années qui restent. Donc le référendum, c'est par son absence qu'il est en vedette. Nicolas Bavrez. Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que le cœur de cette émission, c'était censé être ce référendum. Et ce qui est apparu, c'est 2 choses. D'abord, le référendum à questions multiples, qui était censé être l'innovation, il y a quand même une vraie question constitutionnelle pour savoir si c'est possible. Et la deuxième chose, c'est que sur le référendum, comme sur tout le reste, on a vu les questions qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas voir posées. Les deux, c'était l'immigration et puis la réforme des retraites.
mais on n'a eu aucune indication sur les questions qui seraient censées être soumises. Et c'est pour ça que je pense que cette affaire de référendum, en fait, est une fausse solution. Moi, ce que je regrette très vivement, c'est que le fond, et ça a été bien dit par Antoine Fouché, je crois que le vrai sens politique de cette émission, comme de l'attitude des Français, c'est que finalement, les Français et leurs dirigeants sont d'accord pour ne rien changer tant que le pays n'aura pas vraiment tapé le mur de la dette. Et que c'est comme en 83, tant qu'on n'aura pas la Troïka qui débarquera à Roissy pour faire le plan de restructuration, il ne se passera rien. Et c'est vrai que, en tant que citoyen, c'est une situation qui est vraiment qui est désespérante. Nicolas et Antoine ont parlé de tragédie. Je crois qu'il y a une tragédie dans la tragédie, c'est que toutes les questions qui ont été soulevées par les uns et par les autres soient balayées parce que l'ensemble du bonnet d'âne, l'ensemble de responsabilités sera attribué à Macron et à sa malgouvernance, comme on dit maintenant, parce qu'on voit bien que dans le pays, il y a d'abord eu une désaffection, puis de plus en plus une hostilité à l'égard du président et même une agressivité qui fait qu'il va faire le bouc émissaire de toutes les questions qu'Antoine a posées, ce qui évitera de faire avancer le schmilblick. Si vous voulez bien, nous allons passer à notre deuxième sujet, qui n'est pas totalement éloigné d'ailleurs de l'un des éléments du premier, c'est la désindustrialisation en France et en Europe. Depuis 40 ans, la France a été confrontée à un important processus de désindustrialisation. Le poids de la valeur ajoutée du secteur manufacturier est passé de 22 à 15% entre 1983 et 2023. Seuls 13% des actifs français étaient employés dans l'industrie en 2023 contre près de 40% 40 ans auparavant. La désindustrialisation française est la conséquence d'une vague de faillites qui a frappé les secteurs du textile, de la machine-outil, de l'automobile et aussi du choix de certains grands groupes de délocaliser. La production industrielle française a souffert de son positionnement gamme moyenne, elle a été concurrencée frontalement par celle des pays émergents quand l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord ont opté, eux, pour le haut de gamme. Le manque de capitaux, d'ingénieurs, de techniciens, la faiblesse de la recherche et une préférence donnée aux services expliquent ce mauvais positionnement de l'industrie française qui est en outre confrontée à des impôts de production plus élevés que ses concurrents. Le poids de l'industrie manufacturière représente aujourd'hui 10% du produit intérieur brut en France, 15% en Italie, 16% en Allemagne. La désindustrialisation touche l'ensemble de l'Europe. En 2000, la part de l'Europe dans la production mondiale industrielle était de 22,5% contre 21% pour les États-Unis. 20 ans plus tard, elle est tombée à 14,5% et celle des États-Unis à 16%. La part de la Chine est passée de 10 à 28%. Dans la sidérurgie, ArcelorMittal vient d'annoncer 600 suppressions de postes en France et son concurrent allemand ThyssenKrupp en supprimera 11 000 d'ici 2030. À côté de la baisse européenne de la production d'acier, les ventes de véhicules en Europe restent inférieures de 25% à leur niveau de 2019 et tous les analystes s'accordent sur le même étiage ces prochaines années. En Allemagne, Volkswagen prévoit 35 000 suppressions d'emplois d'ici à 2030. Stellantis a des effectifs en Italie qui sont passés de 55 000 salariés en 21 à 38 000 en 25 et en France de 53 000 en 17 à 42 000 aujourd'hui. Face à cette crise, la Commission européenne a présenté fin mars le plan acier de l'Europe. En plus d'une réduction immédiate de 15% du quota d'importation d'acier autorisé sur le sol européen, ce plan prévoit une nouvelle clause de sauvegarde à partir de juin 2026, dispositif qui encadre les importations d'acier sur son territoire selon l'origine de l'acier en question. La Commission européenne a également annoncé 47 projets miniers pour couvrir une partie de ses besoins en minerais stratégiques, c'est-à-dire que l'Union européenne ambitionne d'ici 2030 d'avoir 10% de sa consommation annuelle extraite localement et 40% de sa consommation annuelle issue du raffinage local. Sur cette question, Antoine Fouché. Merci Philippe. Et par revenir sur les chiffres que vous avez évoqués et qui, de façon incontestable, montrent le recul de la production industrielle en Europe dans les parts de marché mondial, je voudrais insister sur deux choses. D'abord sur
réindustrialisation ou pas en France, il faut regarder les chiffres qui sont publics et accessibles pour tout un chacun. On a, depuis 2017, recréé 126 000 emplois dans l'industrie en France. Ça fait 15 000 par an en 8 ans. À ce rythme-là, pour retrouver la part de l'industrie dans le PIB des années 80, c'est-à-dire avant la désindustrialisation, il faudrait 115 ans. Donc, je pense qu'on peut dire, sans exagérer, qu'on n'est pas en voie de réindustrialisation. Ça, c'est pas vrai, c'est péché par optimisme, voire un peu de mauvaise foi. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on a stoppé la désindustrialisation depuis 2017, puisqu'on avait perdu 2 millions et demi d'emplois depuis les années 80. La deuxième chose, c'est quid de l'avenir et est-ce que le destin de l'avenir de l'industrie française, qui a été beaucoup régressée depuis 40 ans, est-ce qu'il n'est pas à l'image de ce que va être l'industrie plus largement européenne dans les décennies qui viennent? Et là, sans être optimiste, parce qu'on avait quand même été très, très optimiste dans la première partie, mais sans être pessimiste sur ce sujet-là, il faut regarder les choses à froid et le constat fait froid dans le dos. Parce que si on veut avoir une chance d'avoir une industrie européenne qui continue à pourvoir une partie des besoins du monde, il faut que cette industrie elle soit compétitive et qu'elle ait des avantages concurrentiels. Et très rapidement, quand on les prend un par un, on n'en a plus aucun. On avait une avance technologique par rapport au reste du monde. Cette avance, nous, Européens, on l'a perdue vis-à-vis des États-Unis et du Japon au XXe siècle. Et on l'a perdue vis-à-vis de la Chine et de beaucoup de pays asiatiques au XXIe siècle. Et on est en fait, c'est ne pas exagérer non plus de dire qu'on est en retard sur beaucoup maintenant des industries d'avenir, l'IA, le cloud, les plateformes, les biotechnologies, les voitures électriques, les batteries, etc. Les industriels disent, y compris publiquement maintenant devant les commissions d'enquête parlementaires, 10 ans de retard à peu près. Donc on n'a plus d'avance technologique. On avait une avance éducative qui va avec l'avance technologique. On l'a perdu aussi. On forme en Europe à peu près 400 000 ingénieurs par an. La Chine, c'est 1,3 million. L'Inde, c'est 1,5 million. On pouvait avoir, grâce au nucléaire, à un moment donné, un avantage concurrentiel sur l'énergie, avec une énergie un peu moins chère qu'ailleurs. On a auto-détruit en Europe cet avantage-là. On n'a pas cet avantage-là. Et on n'a plus cet avantage-là. On n'a jamais été plus travailleurs non plus, mais ça n'a pas changé. On travaille en moyenne en Europe 1700 heures par an, d'après l'OCDE, mais malgré les divergences de méthode qu'il peut y avoir, on est à plus de 2000 heures par an. Donc, on n'est pas plus travailleurs, pas mieux éduqués, on n'a plus d'avantages concurrentiels. Et on se protège moins. Donc, à la fin, tout ça donne les chiffres que vous avez rappelés et tout ça permet, sans exagération pessimiste, de se dire que dans 10 à 20 ans, si on ne rétablit pas d'avantages concurrentiels pour l'Europe, en même temps sur le prix de l'énergie, sur l'éducation, sur l'investissement technologique, on peut être, et les industriels, par exemple de l'automobile le disent publiquement, on peut voir nos industries disparaître en très large partie. Et pour conclure, je pense qu'il faut qu'on ait la lucidité et l'humilité en Europe de se dire que on est aujourd'hui dans la situation d'un pays émergent du milieu du XXe siècle, qui est en retard industriellement sur tous les plans, technologiquement, éducativement, énergétiquement. Et donc, il faut qu'on ait la même stratégie industrielle qu'un pays émergent, c'est-à-dire se protéger par des droits de douane, même si c'est le contraire de notre logiciel européen, là, sur les industries stratégiques, parce qu'on n'est pas compétitif. Donc, si on ne se protège pas, ce sont les pays à l'étranger qui viendront pourvoir les besoins, puisqu'ils sont de même qualité et moins chers que ce qu'on est capable de produire en Europe. Et il faut qu'on ait cette humilité-là de redonner la priorité à l'industrie en se protégeant là où il faut pour que, une fois qu'on sera redevenu compétitif et capable de jouer dans la concurrence internationale, on s'ouvre à nouveau. Mais en l'état actuel des choses, la concurrence internationale, comme on n'a plus d'avantages concurrentiels, est destructrice d'une manière générale pour l'industrie européenne. Pardon, mais juste une précision, parce qu'il y a eu un moment qui m'a paru confus, ce qui est très explicable pour quelqu'un qui vient de vivre l'aventure d'un Clermont-Paris via la SNCF, mais sur la quantité d'heures de travail, c'est 1700 ou c'est 2000 ? C'est 1700 pour l'Europe, en moyenne, et 2000 pour les pays asiatiques. Pour l'Asie. Pardon. Okay. C'est peut-être moi qui n'ai pas vécu le même traumatisme, mais qui ne suis pas non plus très rapide. Michael Avigal. Oui, alors...
alors que ce tableau, assez sombre quand même et indéniable, j'aimerais quand même nuancer un petit peu, en tous les cas, en ce qui concerne l'Allemagne. Alors, il est vrai, et le président du fameux BDI, Siegfried Russwurm, l'a dit, on joue un peu actuellement la survie de l'industrie allemande. En revanche, je crois que les causes de la déindustrialisation en Allemagne ne sont pas exactement les mêmes en France, comme d'ailleurs, il y a des différences notables. Le Danemark, par exemple, reste un pays très compétitif, et notre ami suisse n'étant pas là, et la Suisse n'étant toujours pas en Europe, mais la Suisse est aussi un pays très, très compétitif et qui n'a pas ce même problème de recul de la production industrielle. Alors, quand on regarde de près l'Allemagne, et c'est là où je pense il faut nuancer ce tableau, c'est que, effectivement, l'Allemagne est trop chère pour produire désormais, et donc, ce qui reste de la production industrielle, c'est les centres de recherche, de management, de développement. Donc, les têtes restent en Allemagne et la production se fait ailleurs. Alors, effectivement, c'est pas bon pour l'ouvrier qualifié allemand qui avait des salaires très importants, mais ce n'est pas non plus un fait dramatique qui correspond à une perte, qui est le caractéristique d'un pays émergent. C'est plutôt le caractéristique d'un pays industrialisé mature, c'est-à-dire que effectivement, et l'Allemagne spécifiquement a un grand problème sur les prix d'énergie. D'ailleurs, on le voit, malgré Trump, le processus d'investissement aux États-Unis pour produire aux États-Unis se poursuit. Volkswagen, qui va licencier massivement en Allemagne, est en train d'ouvrir et d'augmenter ses sites de production aux États-Unis, tout d'abord pour une question de douane, mais aussi parce que c'est beaucoup plus attractif en termes d'énergie. Donc, je crois on ne peut pas dire que toute l'Europe est devenue un espace non compétitif. L'Allemagne a toujours un Mittelstand qui est dans des niches très, très compétitives et qui n'a pas du tout perdu son avantage comparatif. Mais en revanche, l'Allemagne, et ça c'est la grande différence avec la France, a des gros problèmes d'infrastructure informatique, digitale. La digitalisation est très en retard. Infrastructure, tout simplement, les routes, les ponts qui s'écroulent, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Enfin, on a eu une exception ici, mais globalement, la France peut quand même être très fière de son réseau de très grande vitesse. C'est un point sur lequel nous pourrons discuter plus tard. D'accord. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que même s'il y en a effectivement une diminution de la part de la production industrielle dans le PIB en Allemagne aussi, j'aimerais, et je trouvais ce texte assez intéressant, citer Karl Heusken, qui est à la tête de l'association du Verband de la machine-outil, qui parle même de mythe de désindustrialisation et qui dit, en fait, pour décider de quitter l'Allemagne, c'est pas seulement le facteur énergie qui joue, c'est une multitude. Et si en Allemagne, on arrivait à augmenter le travail des femmes, parce que l'Allemagne est très mauvaise sur le travail des femmes, et si l'Allemagne arrivait à pousser encore plus loin l'âge de la retraite, et donc d'avoir plus de main-d'œuvre et mieux intégrer les immigrés, ce sera certainement aussi une raison d'augmenter la production industrielle. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que la désindustrialisation, c'est un fait, on la constate, elle est mesurable. Vous avez cité des chiffres qui sont parfaitement pertinents. Le nombre des actifs français investis dans l'industrie passait de 40 à 13% en 40 ans. Donc tout ça est absolument constatable, vérifié, mesurable, indiscutable. Ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que le processus de désindustrialisation a pris très longtemps. En réalité, c'est un processus très lent qui a pris presque un demi-siècle, une quarantaine d'années. Mais la prise de conscience de la désindustrialisation est très récente, finalement. Ce n'était pas du tout un thème dont on parlait il y a encore 4 ou 5 ans. C'est un thème qui est devenu brûlant et qui est très débattu depuis qu'il y a eu la conjonction entre
la pandémie de Covid, qui a fait mesurer beaucoup de faiblesses de l'Europe, la guerre, le retour de la guerre en Europe avec l'Ukraine et la politique de M. Poutine, et l'électrochoc Trump. Il y a toutes sortes de choses qui se sont conjuguées pour cette prise de conscience, mais elle est très récente. Alors, il faut voir si l'Europe va être capable de réagir et de promouvoir rapidement une politique de réindustrialisation. Car en réalité, cette désindustrialisation, elle était inscrite dans le fait que nous avions opté pour la globalisation et l'ouverture des frontières. Et même les grands prophètes ou les grands apôtres du libre-échange, Ricardo, Adam Smith, etc., concevaient parfaitement bien que l'on doit aller produire dans les endroits où les coûts de revient étaient les plus favorables. Et par conséquent, la logique même du libre-échange et de la globalisation menait à la désindustrialisation. Mais on s'en aperçoit beaucoup plus tard, et de façon, je dois dire, à la fois violente et très contrariante. Alors, quels peuvent être? Il faut trouver, bien entendu, le moyen de réindustrialiser nos pays. Ça prendra du temps, ça ne va pas se faire, pour toutes les raisons qui ont été fort bien dites, ça ne va pas se faire rapidement. Et il faut trouver des leviers. Alors, il y en a des leviers, ils existent. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'obligation dans laquelle nous nous trouvons de réarmer et par conséquent de développer une industrie de défense ou de renforcer une industrie de défense qui peut être un moteur de croissance, parce qu'il y a un effet de ruissellement, comme disent certains, qui est très très fort dans toute l'industrie et dans toute la recherche, c'est évidemment un levier si on sait mobiliser les énergies sur le réarmement. La politique énergétique aussi, et l'évolution, par exemple, de l'industrie automobile vers l'électrification, même si elle est beaucoup plus lente que ce que voulaient ses promoteurs à l'origine, est également un moteur non seulement de croissance, mais d'innovation. Et il y en a d'autres. Je parlais du Covid tout à l'heure, parce que le Covid a fait toucher du doigt des pénuries européennes auxquelles on ne s'attendait pas du tout. On a découvert qu'on était incapable de produire des masques quand on en avait besoin, et qu'il y avait des pénuries de médicaments dans un certain nombre de domaines, parce que le secteur pharmaceutique avait été l'un de ceux qui ont été très durement touchés par la désindustrialisation. Mais là aussi, il y a des enjeux de souveraineté, que ce soit l'armement, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé, la pharmacie, etc. Il y a des enjeux de souveraineté qui sont très très importants et qui permettent de promouvoir une mobilisation si nos gouvernants sont décidés à tirer pour une fois l'attelage dans le même sens. Et je dois dire que l'évolution de ces dernières semaines, à cet égard, l'arrivée de M. Merz, le retour d'un Premier ministre travailliste en Grande-Bretagne, donne l'impression que ce que je dis là n'est pas un but impossible. Nicolas Bavrez. De même que la France a cédé au mythe de la fin du travail, elle a cédé au mythe de la fin de l'industrie. Il y a eu pendant des décennies l'idée que on était dans une société post-industrielle et donc que l'industrie, c'était le monde du passé. Et ça n'est pas du tout le cas. On a oublié que l'industrie, parce qu'il y a la puissance du capital investi, ce sont des salaires élevés et des emplois hautement qualifiés. Deuxièmement, c'est l'essentiel de la recherche. Troisièmement, c'est l'essentiel des exportations. Et on a découvert par ailleurs, avec la pandémie, comme il a été rappelé, que l'industrie est par ailleurs vitale pour la sécurité et la souveraineté, et pas seulement l'industrie de défense. Donc, en fait, on a deux couches de problèmes. Il y a une difficulté en Europe, mais une pathologie française. Je rappelle que la France est quand même une exception en Europe. C'est le pays le plus désindustrialisé avec la Grèce. 9% de la valeur ajoutée. C'est 16% pour l'Italie, 22% pour l'Allemagne. Je rappelle par exemple que l'Italie, c'est 104 milliards d'excédent commercial hors énergie, grâce à la puissance de l'industrie italienne. Bon, l'Allemagne, évidemment, mais ce qui a été rappelé, en Europe du Nord, on a une industrie qui est tout à fait performante, en Suisse aussi. Même l'Espagne a une industrie qui est plutôt en train de croître. Donc, il y a clairement une exception française. Bon, néanmoins, quel est le problème de l'Europe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça s'accélère? Bon, il y a eu le problème de la pandémie qui a montré que l'Europe était dépendante. Et puis, il y a eu ensuite 3 chocs.
le choc de la guerre d'Ukraine et donc la dépendance absurde de l'Europe qui a été organisée par l'Allemagne au gaz russe et qui a coûté extrêmement cher sur le plan économique et évidemment aussi sur le plan stratégique. Alors maintenant, on l'a compensé par la dépendance au GNL des États-Unis, ce qui ne vaut pas beaucoup mieux. Le deuxième choc, évidemment, qui est un choc de très longue durée, c'est la poussée de la Chine, qui est passée de 10 à 28% de part de marché mondial, pendant que nous, on régressait spectaculairement. Et puis maintenant, le choc des États-Unis, qui est un choc en fait en 2 temps. L'IRA, Biden, qui a commencé à organiser une relocalisation aux États-Unis d'activités industrielles, et maintenant le choc protectionniste de Trump. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait eu un petit mieux, mais aujourd'hui, il faut être clair, la France, elle se désindustrialise de nouveau. Depuis 2024, on a de nouveau une majorité de suppression de sites industriels et de nouveau une destruction d'emplois qui s'accélère avec des plans sociaux massifs. Alors, il faut absolument réagir parce que c'est vital sur le plan économique et c'est vital sur le plan stratégique avec, évidemment, on ne va pas faire de défense sans sidérurgie et sans chimie. Et là, il y a quand même des industries qui sont maintenant menacées de disparition. La sidérurgie, on est passé de 7 à 4% du marché mondial. La chimie, moins 12% sur la production de la chimie. Sur les véhicules, sur l'automobile, depuis 2017, on est passé de 19 à 14 millions de véhicules produits en Europe. Donc, ce sont des industries qui jouent vraiment leur survie. Et pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas de vraie prise de conscience. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur la France, donc, ça suppose de basculer du modèle de la consommation et de la décroissance par la dette vers un modèle tiré par la production, mais on n'y est pas du tout. Et sur l'Europe, il y a quand même une vraie préoccupation parce qu'aujourd'hui, on a une Commission européenne qui était censée, depuis le rapport Draghi, se repréoccuper un peu de compétitivité ou de production, et ce n'est pas du tout le cas. J'en prends quelques exemples. Sur le commerce, on a quand même vu, on a expliqué que la bonne stratégie, c'était l'apaisement, là aussi beaucoup poussé par l'automobile allemande. Qu'est-ce que ça donne ? Les Chinois qui ont joué la représaille dure, c'est eux qui gagnent. Et maintenant, les deux vont se mettre d'accord sur le dos de l'Europe. Donc la stratégie de l'apaisement sur le plan commercial, première erreur. Sur l'énergie, on continue à refuser de prendre en compte la sécurité et de raisonner en termes d'énergie décarbonée au lieu de vouloir pousser les renouvelables de manière complètement déraisonnable, ce qui a donné le blackout en Espagne et au Portugal. Et surtout sur la réglementation, je rappelle que depuis... Il y a eu 13 000 textes qui ont été passés en Europe depuis 2019 contre 3 500 aux États-Unis. Madame von der Leyen a expliqué que elle était à la tête de la commission qui a inventé ce monstre et qu'elle était donc la mieux placée pour le désarmer, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on n'a pas d'effort sur les soi-disant projets omnibus, c'est en train de se vider de toute substance. Donc, l'Europe est en train et l'industrie européenne meurt de la réglementation et pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Donc, il faut vraiment, je pense, là encore, regarder ce qui se passe et revenir à des fondamentaux. Il n'y a pas de liberté sans puissance économique, il n'y a pas de puissance économique sans industrie, et il n'y a pas d'industrie si on n'a pas du capital, du travail et de l'innovation, et si on n'arrive pas à libérer tout ça. Antoine Fouché. Oui, ouais. Je voudrais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est la différence entre la France et l'Allemagne, parce que je pense que Michaela a absolument raison. Nous ne sommes pas dans la même situation. Je veux dire, malheureusement pour nous, Français, on joue plus dans la même cour ou dans la même ligue. Juste un chiffre, en volume, la puissance industrielle allemande, c'est 3 fois la puissance industrielle française, parce qu'ils ont un PIB plus important, plus une part de l'industrie dans le PIB plus important. Donc, pour donner l'ordre de grandeur, si l'industrie allemande était 2 fois moins puissante qu'aujourd'hui, elle serait encore plus puissante que l'industrie française. Donc, on joue plus du tout dans la même cour avec les Allemands du point de vue industriel. La deuxième chose, c'est que il faudrait quand même pas, ce serait pas l'intérêt général européen, qu'il arrive à l'industrie allemande la même chose qu'à l'industrie française. Et là, pour le coup, je suis un peu moins optimiste que Michaela, pour une raison très simple, c'est le fait que nous avons perdu notre avance technologique et que même les Allemands maintenant le disent. J'ai oublié son nom, mais le délégué IG Metall central de Volkswagen, à la fin de l'année dernière,
a fait la proposition de conditionner l'accès des véhicules électriques chinois au marché européen à un transfert de technologie. Donc nous, Européens, aujourd'hui, sommes dans la situation technologique des Chinois des années 80-90, c'est-à-dire c'est nous qui sommes en position de demander des transferts de technologie des Chinois en Europe pour rattraper notre retard. Et donc, est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue-là, qu'on est dans la position d'un pays industriel mature ? Peut-être, mais il y a un vrai débat entre pays industriels matures ou pays émergents, parce qu'un pays industriel mature, pour qu'il reste industrialisé et mature, il faut, comme vous l'avez dit, qu'il garde ses centres de R&D, ses centres de direction, et qu'il maintienne au moins son avance technologique, quitte à produire un peu ailleurs. Alors, ça pose des problèmes quand même sociaux et politiques derrière redoutables, et c'est peut-être pas viable. Mais à la limite, d'un strict point de vue économique, peut-être qu'on peut faire comme ça. Mais le problème, c'est qu'en R&D, on n'a plus d'avance. Et donc, il n'y a aucune raison que ça perdure comme ça, puisque les Chinois, encore une fois, les Asiatiques, ou de certaine manière, sur d'autres sujets, les Américains, nous ont vraiment dépassés. Et donc, à nouveau, là, je rejoins vraiment Nicolas Verrez sur le fait que c'est pas excessif de dire, me semble-t-il, il n'y a pas de prise de conscience, en fait, parce que c'est très, très difficile de nous dire que nous, Européens, nous sommes dans une situation de menace si importante. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut réagir. Luca Di Meo et John Elkann, par exemple, sur l'industrie automobile, l'ont dit la semaine dernière. Le sort de l'industrie automobile européenne, il se joue dans les années qui viennent. Si on réagit dans 5 ans, ça sera trop tard. Et un dernier chiffre qui montre ça, c'est la croissance de la part des industries électriques chinois dans le marché automobile européen. C'est 50%. Ils sont aujourd'hui à 4%. À ce rythme-là, dans 5 ans, ils ont 30%. Voilà. Oui, je crois que l'industrie automobile, c'est tout à fait vrai, mais pour rester dans un optimisme de raison, ce qui est très intéressant, alors tout d'abord, effectivement, on a des petites retours de protectionnisme en Allemagne, ce qui était quand même quelque chose complètement exclu pendant des décennies. Et deuxièmement, c'est tout le secteur défense au sens large et ce qu'on appelle le double emploi, le dual use, où je pense effectivement l'industrie automobile va forcément, et on a les premiers licenciements de masse, mais c'est de la main-d'œuvre très qualifiée souvent. Et si on est intelligent, et quand on fait bon usage de tous les milliards qu'on a libérés en quelque sorte par les décisions du Bundestag, on pourra vraiment retrouver une industrie de défense beaucoup plus puissante qu'actuellement et on a la main-d'œuvre qu'il faut. Donc, je reste quand même pas totalement dans un tableau sombre où tous ces gens vont se perdre en fait, tout ce qu'on voit dans des régions désindustrialisées en France où on a des générations qui sont éloignées de l'emploi. J'ose espérer que ce sera différent. Et un autre aspect que j'ai oublié de mentionner, c'est justement au niveau européen, je pense que, et c'est assez cocasse, il y aura des conflits entre Ursula von der Leyen, CDU, et Friedrich Merz, CDU, parce que il est clair que on ne peut pas continuer la stratégie actuelle qui est très accommodant et en même temps très dure sur des secteurs clés comme l'industrie automobile, sur la transition vers des moteurs sans... j'ai le mot qui me manque là. L'interdiction des moteurs thermiques. Voilà, merci pour Nicolas. 2035. Exactement. Je pense qu'on aura un changement. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Auparavant, je voudrais rappeler donc que la semaine prochaine, nous sommes en public, que vous pouvez vous inscrire sur notre site et que nous sommes en public, mais dans un lieu différent de l'école alsacienne, puisque c'est le local de l'Union des entreprises de proximité dans le 17e arrondissement. Pour ce qui est des brèves, je rebondirai sur le train Paris-Clermont-Ferrand et Clermont-Ferrand-Paris. Je veux dire que Laurent Bouvet
le courageux Laurent Bouvet, mort d'une épouvantable maladie, ou des gens comme Christophe qui, lui, ont mis au centre de leur réflexion l'identité culturelle, en disant il n'y a pas que les problèmes économiques, les problèmes culturels dans le sens plutôt que ce que les Allemands donnent au mot Kultur que les Français. Je pense que dans l'identité culturelle française, parmi les piliers importants, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a la sécurité de tous les jours et il y a la SNCF. Je pense que la particularité de ce pays est que la SNCF fait partie de notre identité, de la fierté nationale. Et il se trouve que de tous ces piliers, celui qui est le plus facile à améliorer, à réformer, à reprendre, qui ne demande que, si j'ose dire, de l'argent et une volonté, c'est la SNCF. Et je ne comprends pas que ce ne soit pas l'un des symboles, c'était d'ailleurs totalement absent de l'interview du président par lequel nous avons commencé cette émission, et je soutiens que la réforme, l'amélioration, la remise au niveau de la SNCF est un pilier très important pour qu'on puisse commencer à croire que la politique a prise sur le réel. Antoine Fouché. Merci Philippe. C'est vrai que quand on prend ce train Clermont-Ferrand-Paris et qu'on s'arrête très régulièrement et qu'on apprend que c'est en fait la règle majoritaire, ça donne un sentiment d'impuissance et de déclassement en tant que Français. Mais je voudrais, comme sur la brève, partager et recommander une série qui est en ce moment sur Arte et qui s'appelle 37 secondes et qui est l'histoire du chalutier Bugalu Bretz qui a coulé dans la Manche en 2004. Et c'est bouleversant comme histoire. Il y a deux dimensions qui font qu'on ne lâche pas la série. La première, c'est la dimension de polar. C'est un vrai polar, parce que quand on ne connaît pas, et ce qui était mon cas, l'histoire de ce chalutier, l'histoire de l'enquête judiciaire, on suit les épisodes les uns après les autres en se demandant, mais alors, pourquoi le chalutier a coulé ? Et c'est vraiment très bien fait. Et la deuxième raison, c'est que la série montre en même temps les histoires de vie, la densité, le courage de la vie des marins et de leurs épouses et de leurs conjoints en Bretagne aujourd'hui. Et ça m'a vraiment fait penser aux Travailleurs de la mer de Victor Hugo. C'est 150 ans plus tard, les mêmes. Et le personnage joué par Nina Meurice qui emmène les Bretons dans la recherche de la vérité résonne, me semble-t-il, un peu comme Gilliatt dans Les Travailleurs de la mer. C'est la même dignité, le même courage et la même vie très simple, mais vraiment admirable. Michaela Wiegel. Alors moi, je voudrais recommander le livre « Le silence de Bétharane » qui m'a vraiment bouleversée. C'est écrit par Alain Esquer, qui est un des élèves et victime des violences, non pas des sévices sexuels, mais des violences, et qui contraste vraiment avec le travail de cette commission d'enquête, de par la recherche vraiment d'abord de montrer les mécanismes de ce silence et aussi de solutions qui sont pas des tentatives de tirer profit politiquement de défaillance ou de faillite. Et je trouve c'est très poignant et je recommande même à tous les membres de cette commission d'enquête qui a interrogé le Premier ministre pendant 5 heures de se concentrer sur l'essentiel et ne pas essayer d'en faire le spectacle de calcul politique, comme c'était malheureusement trop le cas pendant cette audition. Nicolas Bavrez. Il y a des historiens qui sortent de l'ordinaire parce qu'ils inventent des objets historiques. Donc, Anthony Rollet avait réintégré, par exemple, l'histoire de la cuisine, la gastronomie, la table dans le champ de l'histoire. Et je voulais recommander la lecture de l'entretien de Michel Pastoureau avec Laurent Lemire. C'est une forme de mémoire et ça s'appelle « L'imaginaire est une réalité ». Et Michel Pastoureau est un historien qui sort vraiment de l'ordinaire parce qu'il a réussi à faire de l'histoire sur deux champs que ses maîtres, a priori, jugeaient impossibles.
Le Bestiaire, puisque c'est un spécialiste du Moyen-Âge, mais qui, à partir de l'héraldique, a travaillé sur l'image du cochon, du loup, du taureau, du corbeau ou de la baleine. Et je crois qu'il a en perspective l'âne et le renard. Et surtout, il a fait une histoire des couleurs avec des livres successifs sur le noir, le vert, le rouge, le jaune, le blanc ou le rose. Et ce sont des livres qui sont des livres extraordinaires et qui fonctionnent remarquablement. Donc, ça vaut vraiment la peine de lire ces entretiens et de voir comment il a construit contre un peu j'allais dire, le consensus de la discipline. Il a réussi à construire des objets d'études qui font mieux que tenir la route et qui sont extrêmement originaux. Et par ailleurs, c'est un homme qui écrit extraordinairement bien, donc on ne s'ennuie jamais en ouvrant ses livres. François Bujon de Letton. Moi, je voudrais mettre le projecteur un instant sur les relations franco-algériennes et saluer la sortie du nouveau livre de Xavier Driancourt sur la relation franco-algérienne. Cette fois-ci, son livre s'appelle « France-Algérie, le double aveuglement ». Il fait écho à un autre livre qu'il avait publié en 2022, donc il y a 3 ans. Appuyé sur ses souvenirs, il a été 2 fois ambassadeur à Alger. D'abord de 2008 à 2012, ensuite de 2017 à 2020, sous 2 présidents français différents, Sarkozy la première fois, Macron la seconde. Et il porte sur l'ensemble de la relation un regard très critique, mais je crois très très lucide. Il incrimine largement l'Algérie, qui a un système d'une totale opacité verrouillé par l'armée, par les services de renseignement, avec des méthodes souvent mafieuses et avec des gens formés très largement à Moscou d'ailleurs, ce qui est le cas de tous les cadres de l'armée algérienne. Un régime qui n'a pas réussi à assurer le succès à l'Algérie, ni sur le plan économique, ni sur le plan humain, puisque la société algérienne est une société profondément troublée, ni même sur le plan international, puisque l'Algérie, au fond, est aujourd'hui très très isolée et n'a même pas réussi à faire admettre sa candidature parmi les BRICS. Mais en face, il y a une France qui continue d'être très inhibée et très paralysée dans sa relation avec l'Algérie, par une espèce de repentance qui ne s'avoue pas. Il appelle ça la bienveillance spontanée. C'est cette espèce d'attitude déjà toute faite avec laquelle sont accueillies toutes les provocations, toutes les mauvaises manières dont l'Algérie nous abreuve. Et cette analyse très sévère et qui aboutit sur une recommandation consistant à résister à l'Algérie et à lui tenir la dragée beaucoup plus haute, mérite d'être lu. Le livre est petit, il est concis, il est ramassé, il est très percutant et je crois qu'il appelle notre attention sur la nécessité de revoir complètement notre relation avec une Algérie qui a fait son fonds de commerce d'une position de rancune anti-française. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire, malgré peu de temps que lui laisse la naissance de sa première fille, Suzanne, à qui nous souhaitons la bienvenue, Olivier Magloire veille à répondre à toutes vos questions sur les difficultés que vous créent les organismes de cartes bancaires quand il faut renouveler votre soutien, etc. Je remercie Adrien Beccaria qui nous a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour le 3e et dernier épisode de notre conversation avec Nicolas Véraud, charcutier depuis 4 générations, et dimanche prochain en direct et en public pour le nouvel Esprit public.